Je crois que le partage était là pour nous au tout début de l'aventure. Mais au début de l'aventure, nous n'avions aucune connaissance, aucune formation. Donc il a d'abord fallu que nous nous formions, que nous apprenions le métier pour pouvoir après être à même de partager. Mais je crois que la genèse d'un projet comme celui-là, elle est le fait de donner aux autres, d'échanger, de dire oui, on a trouvé un truc absolument génial qui s'appelle la permaculture et le type de technique qu'on a mis en place dans ce cadre-là, mais il n'est pas que pour nous, on veut l'échanger, on veut le partager avec le plus grand nombre parce que le but premier, c'est finalement de préserver notre planète. Puis les aventures partagées sont plus belles que les aventures solitaires. Et nous, on a l'impression d'avoir reçu plein de cadeaux de plein de gens et on avait envie, un peu comme une course de relais, de transmettre aussi à notre tour. Et puis d'autres feront mieux après et transmettront à leur tour encore. On est devenu agriculteur en 2006 et dès 2008, on nous a demandé d'organiser des formations. Et dès 2010, on a organisé une première formation longue de plusieurs mois pour des futurs maraîchers professionnels. Donc assez vite, quelque part, il a fallu se documenter et mettre en forme des supports pédagogiques. Et ces supports pédagogiques ont grossi au fil du temps et c'est devenu à terme ce gros bouquin. Le livre, quand on a commencé à y travailler, je crois que le projet remonte à 2008-2010. Après, ça a énormément évolué et il a beaucoup grossi. Il a grossi dans le format, il a grossi en nombre de pages et on est très reconnaissant à nos éditeurs parce que c'était un bouquin nos limites. Et ça, c'est rarissime. Il n'y a pas eu trop de considération de coût de revient, etc. Les responsables d'Actes Sud et nous-mêmes, on était tellement persuadés de l'importance de partager sur ces thématiques novatrices qu'on a pu le faire sans avoir les ailes rognées et avec un confort assez incroyable. Dans la pratique, ça donne un bouquin de 1048 pages, 5 kilos, c'est quand même un gros bébé. Plus de 3 millions de signes, ça veut dire en volume de texte, ça fait l'équivalent de quasiment 10 livres normaux, à peu près 2000 illustrations. Ça a été un truc de fou à écrire, à réaliser. On y est quand même parvenu grâce à une super équipe qui nous a vraiment très efficacement entourés parce qu'il fallait quand même tenir la distance. La volonté de transmission initiale, c'était véritablement de dire de où nous sommes partis, comment nous y sommes arrivés et quelles sont les techniques qui ont fait qu'au fur et à mesure, on a pu améliorer le système que l'on a pu développer. Et ce que l'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, la permaculture devient connue. Il y a pas mal de porteurs de projets qui rêvent d'un projet comme celui-là, qui ont envie de s'installer à la campagne, de changer de vie. C'est vrai que la société est parfois un petit peu compliquée pour nombre de personnes et qui veulent s'affranchir de cette vie qui ne leur plaît plus en pensant trouver un idéal en créant une micro-ferme. Mais ça n'est pas si simple que ça. Donc nous, on a voulu véritablement partager aussi bien les très bons moments que les écueils de notre parcours pour essayer de faire gagner du temps à toutes ces personnes qui demain soit vont créer une micro-ferme, soit vont avoir des velléités d'autosuffisance dans leur jardin. Donc leur dire, voilà, le cheminement il a été comme ça, il y a un cadre que vous pouvez poser avec des grandes considérations techniques. Si vous allez dans le détail de ce qu'on appelle nous la méthode de la ferme du Bec et Loin, vous pouvez y aller, on vous donne tous les éléments, mais au moins si vous comprenez le cadre et les grands principes que l'on vous donne, vous allez aller beaucoup plus vite, gagner du temps, expérimenter beaucoup de choses et mettre en pratique très rapidement tout ce que nous, on a pu expérimenter pendant ces années. On parle dans ce manuel de l'ensemble des sources d'influence, qu'elles soient, j'allais dire, philosophiques ou purement techniques. Et puis, on explique comment on a pu s'inspirer de ces enseignements-là, les intégrer avec notre compréhension à nous, et les pratiquer à la ferme du Bec et Loin dans un contexte météo et pédologique. On a un sol bien spécifique, dans des contextes qui sont sans doute très différents de ceux qu'on pourrait trouver au Japon ou à Cuba notamment. Donc c'est essayer de montrer le chemin aussi, de se dire qu'on peut se laisser inspirer par d'autres pratiques, d'autres lieux, et non pas faire un copier-coller à l'identique, mais faire en sorte que tout cela, toutes ces influences viennent nourrir les pratiques qu'on a développées et qui correspondent à notre lieu, à notre environnement. La réalisation de ce livre s'est étalée sur 6 années. Au début, c'était plus un travail de recherche documentaire, de conception, de travail photographique. Et puis après, plus les années passaient, plus on est rentré dans l'écriture, dans le travail de maquette durant les 2-3 dernières années. Ça m'a semblé interminable. Parce qu'on devait le finir beaucoup plus tôt et à chaque fois on demandait une année de délai de plus à Actes Sud parce qu'on voyait que le sujet grandissait
Et une thématique en amène une autre, et on disait mais ça serait aussi utile de parler de ça, et de ça, et de ça. Et du coup, on s'est retrouvé avec un travail d'écriture absolument colossal, et un travail de maquette qui a été aussi énorme. Il y avait également les illustrations. Après, ce qui était très chouette, c'est que c'est vraiment un produit de la ferme, au même titre que nos légumes ou que nos fruits. Parce que j'ai pu faire les dessins, une bonne partie des photos. Donc par exemple, on travaillait en direct avec Philippe Laborde, notre maquettiste. On travaillait beaucoup par Skype, donc on créait la maquette en direct. Et puis Philippe, bien sûr, faisait quand même le gros de son côté. Mais on écrivait un chapitre, je pense par exemple aux semences. Et on se disait, tiens, ce serait chouette de l'illustrer avec des semences. Donc j'allais photographier mes graines sur un fond blanc. Je lui envoyais les fichiers, il les détourait. Le lendemain, on travaillait ensemble sur la maquette. Et du coup, c'est vraiment totalement né à la ferme, en lien avec l'équipe d'Actes Sud. Et on avait un sentiment un peu artisanal en créant ce gros livre, quoi. L'ambition de ce livre, c'était que quelque part, ça soit une somme d'informations techniques et scientifiques, mais que ça aille bien au-delà. Parce que pour nous, c'est un projet de vie. Et je sais que pour les lecteurs, pour nombre d'entre eux, c'est aussi une quête de sens, le projet d'une vie, quoi. Donc, quelque part, notre moteur d'être humain, on est touché très profondément par ces thématiques-là. Ça pose la question de notre rapport au monde vivant, ça pose la question du monde qu'on va laisser à nos enfants. Est-ce que ça va être un monde de troubles et de pénuries et de guerre, ou un monde de paix et d'abondance? Donc, il y a une dimension même presque spirituelle là-dedans. Donc, on voulait que ça soit un bouquin pleinement technique et scientifique, et pratique, mais que ça soit aussi un bouquin inspirant et un bouquin qui donne une large place à l'être humain et à ses racines profondes. Donc un bouquin qui soit aussi poétique, qui ouvre également des perspectives. Et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de citations, notamment des Amérindiens, sur le rapport avec la terre-mère, etc. Pour que ça soit également une inspiration. Et comme pour la ferme elle-même, on n'a rien concédé à la beauté. On voulait vraiment que ça soit un beau livre, que les gens aient du plaisir à le lire, à le feuilleter, à s'y plonger, etc. Et je dois dire que quand on a découvert le bébé final, c'était très gratifiant parce qu'on voit que c'est aussi un bel objet, il est gai, les photos dégagent quelque chose, il y a un équilibre entre le texte et la maquette qui est à la fois sobre et quand même très colorée. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'expérience d'Actes Sud et du travail de l'équipe qui a été à l'origine de ce bouquin. En fait, ce livre s'adresse à tout le monde. Il est un peu à l'image de notre parcours. Nous, au tout début, nous voulions simplement être autosuffisants. Et puis la passion nous a pris, nous sommes devenus paysans. Et de fait, ce qu'on a voulu partager sont des informations qui seraient valables tout autant pour quelqu'un qui, dans le potager familial, va vouloir produire de façon un petit peu sérieuse pour nourrir la famille, ou quelqu'un qui, au contraire, a un projet de vie et veut mettre en place une micro-ferme comme nous l'avons fait au fur et à mesure des années. Donc on a essayé de faire un travail de mise à niveau de toutes les informations. Il y a à la fois des éléments extrêmement techniques, mais compréhensibles de tous, parce qu'on a réussi à faire un travail de vulgarisation scientifique qui met les explications à la hauteur de quelqu'un qui aurait déjà un bagage agricole ou pas du tout. Et en même temps, ceux qui sont installés, qui sont pris dans d'autres systèmes ou installés selon les principes de la permaculture vont quand même pouvoir y glaner des informations pour améliorer leur système. Vous savez, on est toujours en train de s'améliorer au quotidien. Et puis je pense que c'est jusqu'à la fin de notre existence. Quand on est passionné par la nature, par le vivant, on apprend tous les jours. Donc ce livre, eh bien, il va permettre à tous de pouvoir aller chercher ce dont ils ont besoin pour améliorer leur système et puis pour se nourrir tout simplement. Ce que l'on a voulu faire, c'est rendre le parcours des personnes qui vont avoir ce bouquin dans les mains facile. Nous voilà 12 ans que nous sommes dans cette aventure. Il y a eu des moments très heureux, je l'ai dit, nous sommes passionnés, c'est un métier que l'on adore, mais il y a eu des moments sérieusement difficiles parce que c'est un métier qui est très confrontant, pas uniquement physiquement, on pourrait croire que c'est un labeur, que c'est pénible, non, c'est pas tant physiquement la difficulté, c'est qu'on n'imagine pas la somme de connaissances qu'il faut avoir pour réussir dans un métier comme celui-là, puisque on ne se décharge plus sur la machine et sur la mécanisation. Tout est dans notre tête, dans notre façon d'analyser, de comprendre la nature, de lire les paysages, lire ce qui se passe au niveau des végétaux. Donc ça demande beaucoup de sens d'analyse, d'observation, et après il faut pouvoir agir par rapport à ce qu'on a observé. Et puis,
on ne soupçonne pas également que ce métier requiert énormément d'organisation. Donc on a dans ce manuel un chapitre très complet sur ce qu'on appelle le design en permaculture, c'est-à-dire comment créer une ferme, comment l'organiser, comment la concevoir pour faire en sorte qu'elle soit la plus ergonomique possible, la plus pratique au quotidien, la plus efficace et aussi, Charles l'a mentionné tout à l'heure, la plus belle possible. Parce que l'esthétique, au quotidien, pour nous en tout cas, ça a été réellement salvateur, ça a été une nourriture. S'il fallait chaque jour, dans les moments les plus durs, venir travailler sur quelque chose de physique, quand il fait froid, quand il fait trop chaud, et qu'en plus on n'arrive pas à trouver d'épanouissement personnel dans ce qu'on partage avec l'environnement, c'eût été terriblement compliqué. Donc cette notion de beauté, cette mise en exergue des trésors de la nature, elle est essentielle et je crois qu'on a réussi véritablement à la faire passer dans ce manuel Vivre avec la Terre. À la base de la démarche de la ferme du Bec-et-Loing, il y a la volonté de puiser dans le passé, dans différentes cultures de l'humanité, et notamment dans les pays du Sud, qu'on a largement ignorés, mais également dans toutes les avancées scientifiques contemporaines. Et pour ceux qui adorent la nature, comme nous, on vit une époque géniale parce que nos connaissances en biologie doublent tous les 5 ans. C'est-à-dire que notre projet, c'est de prendre la nature comme modèle, comme source d'inspiration, et on en sait tous les 5 ans 2 fois plus sur le fonctionnement de la nature, ce qui est une nourriture extraordinaire. Et ce bouquin reflète ça, il reflète les dernières avancées scientifiques dans le domaine des sciences du vivant. Et du coup, ça vient vraiment nourrir notre vie de paysan, toutes ces connaissances. La difficulté, après, c'est d'y avoir accès. C'est que beaucoup de publications sont en anglais, sont des publications scientifiques, des thèses de doctorat qui parlent à des chercheurs, mais pas à un paysan qui n'a pas forcément fait plein d'études supérieures. Et du coup, on a cherché à synthétiser une immense masse, des dizaines de milliers d'informations, mais de les rendre les plus digestes et simples et accessibles possibles. Donc il y a énormément de tableaux, de fiches, de données qui sont présentées de manière très simple, mais qui pour certains ont nécessité des semaines de travail pour aller puiser dans des dizaines de sources dans la littérature internationale. Et aucun paysan individuel ne pourrait s'offrir une telle somme de recherche. Et on a eu la chance de pouvoir faire tout ça dans ce bouquin. Et en même temps, il y avait la volonté de parler à tous les types d'intelligence, donc de jouer sur différents registres, afin que le message passe de manière légère, agréable et soit digeste. L'aventure de notre ferme sert de toile de fond au livre, mais ça ne s'arrête pas là. Notre ferme n'est qu'une illustration. Elle est là pour une sorte d'exemple concret qui est très loin d'être parfait, parce que notre ferme est pleine d'erreurs, etc. Mais en même temps, cette ferme est aussi une sorte de petit laboratoire à ciel ouvert, où se déroulent un certain nombre de programmes de recherche menés en partenariat avec des institutions et des chercheurs renommés. Et tout ça est venu nourrir le livre et cautionner le message. Et en fait, quelque part, dès qu'on a commencé ce travail d'écriture, on savait que le livre serait diffusé bien au-delà de la France, parce que notre précédent livre avait été traduit dans beaucoup de langues, de la Chine aux États-Unis, et on avait des échos comme quoi il était utilisé dans les 2 hémisphères, en Inde, en Argentine, etc., ou dans l'océan Pacifique ou l'océan Indien. Donc la difficulté, c'était de se dire, notre petite ferme normande sert de support à ce récit, mais en même temps, il faut qu'on soit capable de parler à des paysans chinois ou de Nouvelle-Calédonie. Et du coup, notre propos, c'était plutôt de chercher à proposer des grandes règles qui soient comme des aides à la conception d'un système bio-inspiré, qui prenne la nature comme modèle. Et c'est ce qu'on a constamment cherché à faire. Des grandes règles pour permettre aux lecteurs de penser leur installation, leur jardin, leur ferme, charge après à eux d'adapter nos propositions à leur contexte. Ce type de ferme n'a rien à voir en fait avec les fermes conventionnelles dites modernes que l'on connaît aujourd'hui. Tout simplement parce que quand vous voulez créer une micro-ferme, vous avez beaucoup moins d'investissements à mobiliser pour le foncier agricole, pour les équipements. Il n'y a pas de mécanisation. Tous les équipements que vous allez devoir acquérir sont finalement assez peu chers. Donc pour un budget moindre, vous allez avoir la possibilité de créer une ferme et la plupart des investisseurs qui vont créer une micro-ferme n'auraient jamais eu les moyens de le faire à plus grande échelle telle que le voudrait l'agriculture dite moderne. Donc ça, c'est une première chose. En termes d'investissement, on est dans un autre rapport à la création du projet. Et après,
prouver qu'on peut nourrir la planète avec du bio, avec des produits de bonne qualité qui sont issus d'une ferme qui respecte l'environnement, qui fonctionne de façon écosystémique, ça n'a rien de nouveau en réalité. Si vous regardez la plupart des paysans du monde, non seulement ils ne sont pas mécanisés, ils utilisent des savoir-faire ancestraux. Alors, bon an, mal an, certains produits chimiques, certains revendeurs de produits chimiques essayent de s'immiscer dans ces milieux-là. Mais la plupart du temps, ce sont des agricultures vivrières qui respectent les traditions locales, qui respectent l'environnement. Le problème de ça, c'est qu'au contraire de ce dont nous avons pu bénéficier, la plupart du temps, dans ces traditions, ils n'ont pas le regard scientifique qui va leur apporter le petit élément qui va dire « Ah bah oui, là, à cet endroit-là, ton sol bénéficierait de ça ou de ça. Si tu le paillais un petit peu avec tel élément, telle plante autochtone, eh bien ça irait beaucoup mieux, tu n'aurais pas de carence en azote ou autre chose. » Donc ils n'ont pas pu, eux, croiser ce regard des connaissances ancestrales et du savoir-faire ancestral et des derniers apports scientifiques. Donc c'est ça qui fait toute la différence. Aujourd'hui, si on arrive à réconcilier ça, du bon sens, un respect de l'environnement, les connaissances scientifiques, et puis après il faut bien sûr un petit peu de travail, d'organisation, d'abnégation et de passion, hein, je crois que c'est l'une des clés aussi, eh bien il n'y a pas de problème, on peut nourrir la planète à condition que les gens veuillent adapter leur régime alimentaire. Là, c'est encore un autre débat, mais c'est possible, tout à fait. Actuellement, il y a à peu près 1,3 milliard de paysans dans le monde. Il n'y a que 28 millions de tracteurs. Il y a à peu près 200 millions de paysans qui ont accès à la traction animale. Et il y a un bon milliard de paysans et de paysannes, surtout, qui travaillent totalement à main nue. Et à peu près 80% des fermes dans le monde font moins de 2 hectares. Donc la proposition qui est explorée ici, qui est de faire tout à la main sur une toute petite surface extrêmement productive et naturelle, peut parler potentiellement à 1 milliard de paysans et à tous les jardiniers de la planète. Donc quelque part, ça pose la question du monde qu'on va laisser à nos enfants, parce que si on sécurise l'alimentation, si on redonne de la fertilité au sol, on va contribuer aussi à protéger la biodiversité, à stabiliser le climat. Et quelque part, on va contribuer aussi à la paix dans le monde, parce que beaucoup de conflits viennent d'une pénurie d'alimentation, d'eau, d'énergie. Donc à partir du moment où on assure une résilience locale et une abondance locale, on contribuera à laisser à nos enfants un monde plus épanoui, plus beau et plus pacifié. Ça donne beaucoup de sens à notre travail. Et cette conviction nous a donné beaucoup d'énergie pour aller jusqu'au bout de la page 1048. Le titre ne s'est pas imposé, on a pas mal cherché. À un moment, on avait pensé vivre de la terre, mais quelque part, il y avait la dimension encore on utilise la terre comme un outil de production. Or nous, c'est plus un projet de vie. On pourrait faire plein d'autres métiers. Si on est devenu paysan, c'est avant tout un choix de vie, c'est la quête d'une intimité avec la nature. Et vivre avec la terre, ça exprime quelque chose de très holistique, de très global. On vit avec la terre, c'est notre compagne de tous les jours. On prend soin d'elle et elle prend soin de nous. Et on aime bien ce titre. Et on a voulu un titre très coloré. Dans les lettres, ce sont des images qui ont été pour la plupart prises à la ferme, qui rendent hommage à la beauté du monde. Parce que quelque part, on habite la seule planète vivante connue et elle est juste magique, elle est somptueuse, notre planète. C'est une sorte de petit jardin dans les étoiles. Et tout est vide, froid, minéral dans l'univers autour de nous. Et nous, on a cette petite bulle de vie qui est très ténue, qui est très fragile et vulnérable. Et quand on la jardine, quand on est paysan ou jardinier, on a la chance incroyable et l'honneur incroyable d'être gardien d'un petit morceau de la seule planète vivante connue. C'est une mission juste magique. Et donc, il y a toute une dimension de gratitude et d'émerveillement devant ce monde somptueux qu'on habite, qui sous-tend chaque page de ce bouquin. La technique est là, elle est très présente, parce que c'est elle qui nous permet de réaliser notre projet, mais ça va bien au-delà de la technique. Pendant tout le travail d'écriture, on pensait faire un seul livre. Et puis il était devenu tellement gros quand on a dépassé 1000 pages que nos amis d'Actes Sud avaient fait réaliser ce qu'on appelle des maquettes en blanc qui grossissaient d'année en année. Ça devenait au bout d'un moment trop lourd, trop volumineux à manipuler. Et Jean-Paul Capitani et Anne-Sylvie Bamel, nos éditeurs, ont courageusement pris la décision pour le même prix de sortir 3 volumes dans un coffret. Et ça a été une excellente nouvelle parce qu'on a pu du coup le scinder en 3 parties. Le découpage s'est relativement imposé comme étant cohérent.
Et du coup, on a 3 livres qu'on peut manipuler beaucoup plus facilement, avec des annexes assez copieuses, des notes, une bibliographie et un index à la fin du 3e livre. Ce qui fait qu'il y a un côté un peu encyclopédique, parce que tout est important. Si on veut réussir la création d'une microferme, on ne peut pas se permettre de négliger tel ou tel aspect. Et du coup, on a choisi de survoler un peu toutes les grandes thématiques. Alors, certaines qui étaient déjà bien traitées dans la littérature, on a juste donné les grandes lignes pour info, de manière à ce que le lecteur puisse se faire une sorte de cartographie mentale, cohérente et globale, je dirais avec un seul outil. Et après, il y a des thématiques qui sont peu, voire pas connues, et pas traitées dans la littérature actuelle, où là, on était à fond. Et je pense notamment aux outils, aux associations de culture, au design permaculturel, ou la question de la fertilité des sols. C'était peu ou pas suffisamment traité à notre goût. Et là, on a pu se permettre de reprendre tous les travaux existants, mais d'aller encore plus loin. Et du coup, ces parties-là ont bénéficié de davantage d'espace dans le manuel.